Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Série, l'émission. Toujours à mes côtés, Marie Baraco. Bonjour Pierre. Et une magnifique invitée avec nous encore cette semaine. S'il y a une comédienne que l'on a l'impression de connaître quand elle est présente sur les écrans français, c'est bien celle qui interprète durant 10 ans Corinne dans Fais pas ci, fais pas ça, Nadia, une avocate un peu grande gueule dans Les Bovitz contre les Bovitz, Nathalie, la mère de Côme dans Les Bracelets Rouges, sans parler de son rôle d'Audrey durant plus de 10 ans dans la série Avocats associés. Il fallait que dans cette émission, nous recevions celle qui a fait des séries son quotidien. Bienvenue Cécile Rébois. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et en face de vous, celui qui se définit plus naturellement en tant que médecin, comme il le dit dans son livre Le Serment, qui est juste là, mais qui est à notre avis l'un des créateurs les plus talentueux du secteur. Il est en effet celui qui raconte comme personne l'univers médical à l'écran, scénariste et réalisateur, créateur notamment de la série Hippocrate. Il nous embarque au cœur de l'hôpital. Bienvenue Thomas Lilti. Bonjour. Bienvenue Thomas, et oui, on va parler d'Hippocrate. La saison 2 est enfin sur Canal, mais j'aimerais commencer avec vous, Cécile. Marie nous le disait, présence récurrente dans de nombreuses séries, de nombreuses fictions télévisées, une carrière impressionnante. C'est venu d'où l'envie de la petite Cécile ou de la grande Cécile de devenir la petite Cécile qui avait envie d'exister à tout prix et qui essayait de faire rire pour qu'on la regarde. Non, c'est parti de là. C'est vrai. Ouais. Et après, comédienne, ça veut dire quoi ? Ça a voulu dire tout de suite prendre des cours Ouais, j'ai pris des cours au cours Simon quand j'étais petite. Et ensuite, j'ai jamais arrêté de prendre des cours de théâtre et de jouer. Vous saviez que ça serait votre vie ? Vous feriez, c'était ça ou rien ? Ouais, c'était ça ou rien. J'avais l'impression d'exister à cet endroit-là et pas ailleurs, et très petite. Mais même petite, plus petite, je montais des petits spectacles. J'obligeais les gens à me regarder. C'est beau la vocation, j'obligeais les gens à vous regarder. J'imposais des spectacles super longs, insupportables sûrement, mais ça m'amusait tellement, j'avais tellement de plaisir à faire ça. Est-ce que c'est pour ça que, pratiquement dès vos débuts aussi, vous allez vers la série Avocats et associés, célébrissime série, je crois que c'est 115 épisodes sur 12 ans, hein, jusqu'en 2010 à peu près, 98-2010, un rôle récurrent, nous le rappelait Marie, celui de cette secrétaire, là, Audrey, un rôle, mais qui était aussi un rôle secondaire, mais en même temps, ça vous permet de tourner. C'est ça, c'est que je pense que j'étais très angoissée et que l'idée de faire une série, même très jeune, même de commencer par ça, me rassurait. De savoir que j'allais retravailler. Je pense que j'ai pu faire ce métier aussi parce que je suis passée par la série. Alors après, il y a du bon, il y a du moins bon, parce que c'est vrai que sur autant d'années, on peut aussi devenir un espèce de fonctionnaire. Et c'est ça qui est très dangereux d'ailleurs. C'est très dangereux. Mais j'avais un rôle trop secondaire pour être envahi ou dépossédé un peu de mon plaisir et de mon désir de faire ça. Le besoin de jouer qui est très fort. Ouais, et surtout, je pense que c'est vrai que ce qui est dangereux, c'est de perdre le plaisir qu'on a à être là et à faire ce qu'on fait dans les séries. Et en même temps, c'est vrai, quand on a commencé Avocat, on ne savait pas à chaque fois que ça allait être reconduit. C'était d'année en année, mais on ne savait pas qu'on signait pour autant de temps. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire autre chose, évidemment. Série signée par Valérie Guignat-Baudet, notamment. Thomas Lilti. Oui. Alors vous, la saison 2 d'Hippocrate vient d'apparaître là sur Canal+. Enfin, la première saison avait été un énorme succès critique et public. On va y revenir. Mais auparavant, un mot sur votre vocation contrariée, j'ai envie de dire, de réalisateur. Pour vous, ça avez fait des études d'abord, fait des études de médecine d'abord. Mais ça, je ne reprocherai jamais ni à mon père ni à ma mère de m'avoir poussé à faire des études. Mais c'est vrai que c'était compliqué, le sentiment. Quelles études ? Je ne faisais pas confiance. C'est-à-dire que quand je disais je veux faire du cinéma, je sens que c'est ma place en fait, en tout cas d'essayer. Je sentais que ce sont des gens qui ne viennent pas du milieu artistique, qu'on n'a pas de gens dans notre famille qui font des métiers artistiques, et ça certainement les angoissait beaucoup trop, et ils ont eu du mal à me transmettre un peu de confiance, mais c'est pas grave, je m'en suis sorti quand même, quoi. Vous êtes allé vite, en plus 23 ans, vous êtes déjà interne, et puis vous faites quand même 3 courts-métrages. On sait ce que c'est que les études de médecine, vous arrivez à réaliser 3 courts-métrages pendant les études de médecine, mais... Oui, mais alors, je suis pas capable de tout et de tout faire en même temps, donc peut-être que j'ai pas non plus fait les meilleures études de médecine, les plus brillantes que celles
qu'on pouvait faire ou que certains de mes camarades d'études ont fait. En fait, moi, c'est vrai que j'ai essayé de garder quand même un peu de temps pour faire du cinéma, dont 3 courts-métrages qui ne sont pas non plus des grands chefs-d'œuvre du court-métrage. Donc peut-être que si j'avais été plus concentré dans mes études de médecine ou plus concentré dans mes courts-métrages, j'aurais fait mieux les choses. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre un petit peu à faire des films. Ouais. Vous apprenez, vous faites un premier long-métrage, Les yeux bandés, qui est un peu confidentiel. Totalement confidentiel. Voilà. 3000 personnes l'ont vu en salle. Ouais. C'est-à-dire, je pense, à peu près des gens qui me connaissaient et des copains de gens qui me connaissaient. 7 ans après, c'est encore une durée à peu près d'études de médecine pour faire Hippocrate. Ouais, quand on fait un film qui fait 3000 entrées, c'est difficile d'en faire un deuxième, en fait. J'ai mis beaucoup de temps à... Vous avez été scénariste entre-temps pour d'autres. J'ai eu beaucoup de chance que j'ai des copains réalisateurs, je pense à Michel Leclerc, Édouard Deluc, qui m'ont accompagné et je les ai aidés à écrire et ils ont été plutôt sympas de me faire confiance parce que c'était quand même un peu le creux de la vague pour moi, mais ça m'a permis de me relancer. Oui, il y a eu Maria Mendoza, on a accueilli Philippe Robot il y a 15 jours ici même, il était à votre place. Thomas Lilti, 3 gros films, Hippocrate, à ce moment-là, il y a Médecin de campagne, il y a Première année, vous renouez avec la médecine et le cinéma, vous les réunissez tous les deux, ce sont des succès, ce sont des films qui marquent une nouvelle vision de la médecine au cinéma. C'était parce que là, vous aviez réuni pendant des années, vos 2 passions, presque, non? Dans le monde de la médecine, je disais jamais que je faisais du cinéma. Donc c'était tellement 2 mondes étanches qui se mélangeaient jamais que je pensais que si je faisais du cinéma, c'était surtout pour pas faire de la médecine, pour m'en éloigner au maximum. Et puis cette petite traversée du désert après mon premier long métrage, me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, mais au fond, peut-être que ce que j'ai à raconter, c'est quand même ce que j'ai un peu vécu, traversé, vu de mes yeux, avec ce petit pas de côté qui me caractérisait pendant mes études de médecine. Et c'est comme ça qu'enfin j'ai assumé de raconter un peu ce que c'est que l'hôpital, le monde de la santé. C'est comme ça qu'est né Hippocrate le film, puis Médecin de campagne, Première année, puis la série. Thomas, avant de partir en direction de l'hôpital d'Hippocrate, de votre hôpital, Thomas Lilti, on va aller en quelque sorte dans le vôtre. Cécile Réboa, si vous en êtes d'accord, Les Bracelets Rouges, très belle série, très beau succès, série phare de TF1, 3 saisons, peut-être une 4e d'ailleurs, 3 saisons en tout cas signées Nicolas Cuche, dans lequel vous figurez en maman. On va regarder tout de suite un extrait des Bracelets Rouges. Eddy, t'as eu le message de Clément? Mais bien sûr, tu vois pas comment je suis content là ou quoi? Alors il est réveillé? Il s'est réveillé? Non. Mais tu m'avais pas dit comme quoi il était réveillé? Non, il a juste bougé. Il a fait genre... Alors? Ça va bien? Non, il est pas réveillé, j'ai prévenu tout le monde un peu trop vite. Non, t'as fait exactement ce qu'il fallait faire. Et puis, s'il a bougé une fois, il va le refaire. Ah bah oui, bien sûr il va le refaire. Ouais, carrément. Hein, Com? Tu vas te réveiller, mon gars. On est là, t'inquiète. Comme on est là, on est tous ensemble là. Allez, Com. Tu te dépêches, s'il te plaît. Puis tu feras un effort, quand on sera avec ta sœur, t'arrêtes avec ton portable. Je sais que t'as prévu autre chose, mais on n'en a pas pour longtemps. Ça doit y être à midi. Oui, c'est bon. Com. Réveille-toi. 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 Réveille-toi, comme réveille-toi, comme réveille-toi. Réveille-toi, comme réveille-toi. Réveille-toi, comme réveille-toi. Réveille-toi, comme réveille-toi. Réveille-toi, 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 réveille-toi. Donc du coup, cette série, qui est une adaptation, mais que Marie Roussin a très justement réinterprétée pour que ça devienne vraiment une série importante de notre paysage. Qu'est-ce qui vous a plu quand on vous a proposé ce rôle et comment est-ce que vous avez réagi ? Moi, ce qui m'a plu, déjà, c'est le personnage, le fait d'interpréter une mère dont l'enfant est dans le coma.
et de parler de la maladie chez les enfants, qui était très anxiogène évidemment pour moi en tant que maman. En plus, maman du même âge que l'enfant que j'ai dans la série. Donc c'était assez compliqué parce que mais on a eu tellement de retours de mamans à qui ça faisait énormément de bien, qu'on parle de leurs enfants malades. J'étais très étonnée. Des enfants malades qui m'envoyaient des vidéos, des mots. Je veux dire, on a eu beaucoup d'échanges, notamment d'une maman qui m'a dit que ça ferait un bien immense à sa fille qui était en phase terminale que j'envoie une vidéo, que je lui parle un peu, tout ça. Donc je me suis retrouvée vraiment... C'est très impressionnant, ça. C'était impressionnant. Mais je l'ai fait, évidemment. Voilà, et je me suis dit que rien que pour ça, ce genre de série ne sert pas à rien. Et le fait, c'est vrai qu'il y ait beaucoup d'humour, qu'on soit dans une jeunesse, ils sont malades, ils ont des cancers, ils ne savent pas s'ils vont s'en sortir, mais ils doivent redoubler d'énergie vitale. Et c'est ça qui est intéressant dans la série, je trouve, et qui fonctionne. Comment on tourne une série aujourd'hui? Est-ce que vous avez le temps de travailler? Je pense à une scène très forte à la fin de la saison 2, quand effectivement votre enfant se réveille, dit maman. Comment ça se passe là, face à la caméra de Nicolas Cuche? Est-ce que d'abord vous êtes toute seule, parce qu'il vous filme longuement, et on voit toute une palette d'émotions sur votre visage. Ce plan est très beau, très touchant, effectivement. Alors c'est vrai que comme ça faisait quand même 2 saisons qu'on tournait, que je tournais avec cet enfant, avec qui même allongé, évidemment j'ai noué une relation. Non, du coup c'est vrai que quand on en est arrivé au moment où il se réveille, où il m'appelle, j'étais tellement nourrie de tout ce qu'on avait fait que ça vient assez naturellement. C'est sorti tout seul? Ouais. En général, vous avez aussi l'habitude de la série, c'est-à-dire qu'on tourne vite. Est-ce que vous avez fait du cinéma aussi? Est-ce qu'il y a une grosse différence dans la manière de travailler entre série et cinéma? Non, c'est sûr que ça dépend des films, hein, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de temps au cinéma. Il y a beaucoup moins de séquences par jour. C'est une différence énorme. Mais c'est vrai que comme j'ai appris à travailler vite, ça ne me dérange pas tellement. J'aime plutôt bien travailler vite. C'est un enjeu aussi, j'imagine, sur une série comme Hippocrate, la vitesse. Oui, c'est un enjeu. Alors après, moi j'ai l'impression que j'ai imposé un peu une façon de tourner qui n'est pas très loin de celle du cinéma. C'est un peu plus rapide, mais on a un tournage quand même très long. Donc c'est un peu... j'ai la chance de pouvoir décider de la façon de travailler. Donc ça, je l'ai imposé parce que je pense que le temps, moi, il m'est indispensable pour réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Et j'admire ceux qui arrivent à aller plus vite, mais c'est vrai que c'est pas mon cas. Et pour revenir au Bracelet Rouge, je suis pas un grand connaisseur de cette série, j'ai absolument pas tout vu. Ce serait mentir que de dire, mais j'en ai vu pas mal d'épisodes. Et ce que je trouve très réussi dans les Bracelets Rouges, c'est notamment la direction d'acteurs, Cécile en particulier, mais tous les comédiens, tous les jeunes comédiens. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez formidable d'avoir réussi et je crois que c'est pour ça aussi que les spectateurs autant identifiés. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'affection pour tous ces jeunes malades. Et c'est la grande force, je trouve, de cette série et tout le mérite qui revient aux créateurs, aux scénaristes et aux réalisateurs. Vraiment, bravo, parce que c'est difficile de raconter la maladie, de raconter la jeunesse, et à l'intérieur de cette arène qui est un service avec des enfants malades. Donc vraiment, bravo de ce point de vue-là. C'est difficile, Cécile, ça? Même quand on entend les bravos de Thomas Lilti, est-ce que c'était difficile parfois d'aller sur son âge pour raconter ces histoires-là? Ouais, moi j'ai trouvé que c'était difficile. Parce que, comme je disais, moi, mon fils a le même âge que le petit garçon avec qui je tournais. Je me sépare à ce moment-là, donc j'étais un peu... j'avais peur de la maladie. Mais je suis ravie de l'avoir fait, hein, mais j'ai trouvé que c'était difficile, ça m'a demandé beaucoup de... Je sais pas, et puis on tournait dans un hôpital à moitié, qui continuait de fonctionner, avec des enfants malades. Et je les croisais et je trouvais ça dur, quoi. La proximité, Thomas, vous l'aviez aussi dans l'hôpital dans lequel vous avez tourné Hippocrate? Ouais, nous on tourne dans un bâtiment désaffecté qu'on a complètement réadapté comme des studios de cinéma, mais vraiment au cœur d'un hôpital en activité. Donc
La saison 2, on l'a tournée, il y a eu la crise sanitaire. Toute l'année 2021, on était en tournage, sauf les 3 mois de confinement. Et donc, on a connu, vraiment, on a vécu l'urgence sanitaire vraiment en direct, puisqu'on pousse de porte et on est au cœur des vraies urgences, quoi. Donc, ça, c'est très... ça nous a beaucoup... moi, à titre personnel, mais toute l'équipe, les acteurs, les scénaristes, mes co-auteurs, les comédiens, les techniciens, tout le monde a été impacté et s'est senti, je crois, avec une responsabilité nouvelle, avait le sentiment que ce qu'on était en train de raconter, vraiment, peut-être encore plus qu'en saison 1, trouvait des répercussions directes avec ce qui se passait dans la société. Puis vous avez repris la médecine, vous le racontez dans ce livre, dans le serment d'Hippocrate, justement, Hippocrate saison 2. Donc alors cette fois-ci, il y a une canalisation qui a explosé. Donc les urgences sont obligées de monter au niveau de la médecine interne. Voilà, on retrouve nos internes. D'ailleurs, bon, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore commencé à regarder la saison 2, mais on va nous en regarder quand même un extrait. Je reviens, monsieur, j'en ai pour une seconde. Ça peut dire, il faut libérer le couloir et sauver le matos. Chloé? Ouais. Il y a Brun, le chef des urgences, qui veut nous voir. Pourquoi? T'as remarqué? Chloé, Hugo, Alison. On a pris trop de retard, on a des patients qui attendent depuis hier, plus tous ceux qui vont arriver. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. On n'a jamais fait d'urgence. On le sait, mais on va pas vous demander de faire des choses folles, vous nous aidez, c'est tout. Je comprends pas, c'est quoi qui a explosé le chauffage? C'est une canalisation, à cause du gel. Igor, t'assures qu'aucun patient reste ici. Je compte sur toi. Allez, on bouge, Saïd. Va où? Arrête ça, tu le connais. C'est ton patient. Écoutez, pour le moment, on va maintenir les urgences en médecine interne. On tiendra, on n'a pas le choix. Ça va pas bien, Chloé, en fait. Non, pas trop. J'ai mal faire, vas-y. Réfléchis pas, vas-y. Alison, vas-y maintenant. Fais-le. J'ai sauvé le mec en fait. C'est cool. Non, c'est vrai. Ouais, bien sûr. T'as toujours su que tu voulais faire médecine? Ouais, je crois, ouais. T'es pas du tout secouriste, t'es médecin. Les urgences, mec. Alors j'ai pu voir 3 épisodes, j'ai eu ce privilège, Thomas Litti, 3 épisodes d'Hippocrate 2. Je trouve que la saison est donc plus forte, plus prenante, suspense fort. Quels étaient les enjeux, quels défis vous vous étiez donnés? Parce qu'il y a des personnages partout qui courent dans tous les sens, qui ont des tas de tâches à accomplir, et il y a plein de personnages secondaires, de figurants qui sont là. On a l'impression d'être au cœur d'un chaos, mais d'une sorte de chaos qui s'organise, qui survit. Comment vous êtes arrivé à ça? Alors, comment, c'est une question, et pourquoi? Alors, en fait, le point de départ, c'est l'envie de raconter... J'avais envie de faire une saison d'urgence, donc différente de la saison 1. J'avais envie de raconter les urgences. Pourquoi j'avais envie de raconter les urgences? Parce que c'est quand même les médecins en première ligne et la porte ouverte sur le monde, en fait, puisque quand on a un problème de santé, on sait que les urgences sont toujours ouvertes 24 heures sur 24 pour absolument tout le monde, quelle que soit sa catégorie sociale, culturelle, etc. Donc c'est ça que je trouve magnifique dans les urgences, c'est que j'avais envie de raconter. Ça, c'était le point de départ. Et puis j'avais aussi cette envie de raconter avec mes co-auteurs, Claude Lepape et Anaïs Carpita, de raconter comment, à l'hôpital, une catastrophe en amènera toujours une autre. C'est-à-dire, on part d'une toute petite catastrophe. Oui. Une canalisation qui pète dans un service des urgences un peu délabré, c'est l'inondation. Sauf que, bon, c'est pas grand-chose une inondation, mais sauf que quand on est aux urgences, on doit continuer à soigner. On ne peut pas s'arrêter. C'est ça qui est magnifique à l'hôpital et qui est à la fois le drame de l'hôpital, c'est qu'on ne peut jamais s'arrêter. Et donc ce service des urgences est rapatrié dans un service de médecine interne où d'une part les locaux ne sont pas adaptés, le personnel n'est pas préparé à accueillir les urgences. Et finalement, c'est un point de départ romanesque pour raconter l'état de l'hôpital aujourd'hui. Et ce qui était assez incroyable, c'est que ça, évidemment, on l'a écrit il y a 2 ans. Et puis on a commencé à tourner au mois de janvier 2020. Et au mois de mars, on était confinés et on voyait la crise sanitaire, c'est-à-dire l'arrivée massive de patients dans des hôpitaux qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient pas prêts à les accueillir. Donc on a été rattrapés d'un seul coup. Le monde réel était plus grand que notre fiction. Et c'était ça le point de départ. Et oui, et d'un seul coup, la série prend une autre dimension.
Il y a énormément de monde, énormément de rôles, énormément d'enjeux vitaux, c'est-à-dire qu'il y a un suspense très très fort parce qu'on se dit tiens, une telle personne va mourir, ou comment vont-ils arriver à sauver cela, etc. Et puis il y a des personnages partout. Comment vous êtes arrivé à ça? La caméra circule comme elle peut, cas un cas dans les couloirs qui sont ultra encombrés. Comment vous êtes... Là, ça a dû être quand même un peu difficile. C'est un vrai pari quand même. C'était un des paris. Alors je m'étais déjà un peu... j'avais pris beaucoup de plaisir quand j'avais tourné le film première année où j'avais des scènes à plus de 500 figurants et donc c'était déjà... j'avais goûté à cette joie d'avoir beaucoup de monde sur le plateau. Et puis quand cette saison 2, c'est vrai que je voulais que ce soit les urgences telles qu'on les imagine et telles qu'elles sont, c'est-à-dire débordées. Il y a du monde partout. Donc à la fois inondé réellement par une canalisation qui pète, mais aussi inondé et débordé par le nombre de patients, par ce sentiment qu'on n'est jamais assez nombreux, les soignants. Et donc il fallait beaucoup de monde. Et pour ça, c'est beaucoup de travail. Et je suis extrêmement bien entouré de techniciens qui m'ont aidé, d'assistants, de gens à la mise en scène, qui permettent de driver tous ces figurants et tous ces petits rôles et de leur écrire à chaque fois quelque chose, une action, quelque chose à jouer, et que tout ça s'intègre à l'intérieur même des scénarios et des épisodes. Donc à la fois c'est une difficulté supplémentaire, mais c'est aussi énormément de joie, de satisfaction. C'est aussi de mêler à tout ça des vrais soignants de façon discrète. Des fois on n'arrive plus à savoir qui est acteur, qui est soignant. Voilà, c'est un travail de chaque instant, mais c'est aussi beaucoup de plaisir parce que d'un seul coup, ça crée vraiment une communion autour de l'idée qu'on est là pour raconter la réalité d'un hôpital public qui s'abîme et à travers tous ces gens qu'on voit, et notamment ces soignants, parce que c'est un peu la différence avec les bracelets rouges, parce que moi je fais surtout une série qui raconte le monde des soignants, les coulisses, là où les bracelets rouges vont raconter les malades et les familles de malades. Donc c'est vraiment deux points de vue qui s'opposent, mais voilà, de raconter les soignants, et de montrer leur mal-être, de montrer ce qu'on a tous découvert d'ailleurs au mois de mars de l'année dernière, c'est la difficulté de ce que vivaient les soignants en première ligne. Il fallait montrer la violence de l'hôpital, c'est-à-dire on n'est jamais assez nombreux, on manque de temps, on manque de moyens, on manque de personnel, et c'est ça qui provoque d'ailleurs beaucoup la douleur, le mal-être des soignants, c'est ce sentiment de ne pas pouvoir bien faire son travail. Ils sont malmenés, vos internes. Ils sont malmenés, voilà. Les internes, mais les infirmiers, les infirmières, les médecins hospitaliers, tous finalement. Et du coup, je me posais une question. On s'était rencontrés au début de l'été. Le tournage avait été interrompu. Nous, on préparait un festival en ligne. Oui. Comment vous avez fait entre la première partie et la deuxième partie du tournage? Est-ce que vous avez revisité, réécrit des choses pour que ça soit encore plus proche de ce qu'on a vécu? Alors, la fin de la série n'était pas écrite avant le confinement. Il restait encore 2 épisodes qui étaient en écriture. Et c'est vrai que pendant quelques temps, quelques jours, je me suis posé la question, quand est arrivée la crise du Covid, de se dire, mais est-ce que ce qu'on est en train de raconter est complètement obsolète, finalement? Et puis, très vite, je me suis rendu compte que ce qu'on avait écrit avec mes co-auteurs racontait profondément l'état de l'hôpital au moment où la crise arrive. Et donc dans cette idée et cette image que j'ai de raconter comment une catastrophe en amènera toujours une autre, j'étais exactement là où je désirais être. Et donc, ce qu'on a commencé à vivre au mois de mars, je l'ai intégré, mais vraiment par toutes petites touches sur la dernière partie de la saison. Mais de toute façon, profondément, ce qui était au cœur de cette saison 2, ce qui est au cœur de cette saison 2, c'est on va dire la dimension la plus politique de cette saison, c'est-à-dire le mal-être des soignants, leur souffrance, la difficulté de bien faire son métier dans cet hôpital qui s'abîme. Je crois que la crise du Covid n'a fait que décupler et augmenter, ou en tout cas de rendre plus aiguisé notre regard sur cette situation. Donc je n'ai pas eu profondément besoin de changer de braquet finalement. Ce qu'on racontait, je crois, ça sera au spectateur de juger, est totalement dans l'actualité, raccord avec ce qu'on était en train de vivre. Et il y avait un vertige de ça quand vous avez repris votre fonction de médecin? Ce qui a été assez vertigineux et ce qui a été le plus heureux en fait finalement dans cette situation difficile, ça a été combien l'équipe s'est sentie responsabilisée par ce qu'on était en train de vivre. C'est-à-dire que d'un seul coup, alors que depuis, j'ai une équipe très soudée autour de moi, qui a absolument confiance dans ce qu'on raconte et qui est, on va dire, très imprégnée par, par les thématiques que j'essaie de développer dans la série, d'un seul coup, parce qu'on est en train de vivre cette crise sanitaire, qui est une crise sanitaire mondiale,
ils se sont dit, mais cette responsabilité qu'on a de raconter les soignants, elle est vraiment immense et ça nous a beaucoup réunis. C'était déjà le cas, mais peut-être que là, c'était encore plus. C'est-à-dire d'un seul coup, les techniciens, évidemment les comédiens, mais ça semble évident, les scénaristes, les producteurs, la chaîne de télévision, tout le monde se disait, mais ce qu'on est en train de raconter, franchement, c'est essentiel. Ça a une telle résonance avec ce qu'on est en train de vivre, ce que tout le monde est en train de partager, que d'un seul coup, ça a créé beaucoup de responsabilités. En revanche, moi, je ne voulais pas, pour revenir au Covid, et je le pense toujours aujourd'hui, je ne voulais pas instrumentaliser, et c'est vrai que je suis retourné à l'hôpital, mais je ne voulais pas instrumentaliser la crise du Covid pour en faire de la fiction. J'ai profondément le sentiment que cette crise qu'on traverse, et on est encore tous en plein dedans, on ne sait pas exactement où on va, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'elle nous appartient à tous, et pas du tout, elle n'appartient pas aux créateurs, elle n'appartient pas aux scénaristes, elle n'appartient pas aux réalisateurs et à ceux qui font de la fiction. Et je trouve c'est soit trop tôt, soit en tout cas on n'est pas au bon moment, au bon endroit pour en parler. Il y a eu trop de drames, il y a trop de drames aujourd'hui, des drames humains, des drames sociaux, des drames culturels, pour l'instrumentaliser, pour en faire une fiction. Donc pour le moment, je dis ça sans esprit de sérieux, mais vraiment, je ne me sens pas du tout capable, et encore moins pour cette saison 2, mais même dans les mois à venir, de raconter réellement la crise du Covid. D'où ma question à venir, vous n'allez pas faire autre chose? Raconter d'autres histoires, faire autre chose que la série Hippocrate. Non, faire d'autres choses que la série Hippocrate. J'espère qu'il y aura une 3e saison, en tout cas ça je le souhaite. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire est-ce que vous allez pouvoir parler d'autre chose que de la médecine, que ce soit à travers le cinéma, la littérature ou la série? Là où j'ai totalement répondu à cette question, et c'est très personnel, c'est-à-dire que ça ne me poserait aucun problème de devoir que raconter l'hôpital, la santé, la maladie, les soignants. Ouais. C'est pas un problème, et je l'accepte aujourd'hui, même si ça me blessait il y a quelque temps quand on disait que je n'étais capable, et finalement que j'avais trouvé un filon et que j'étais capable de raconter que des histoires d'hôpitaux. Aujourd'hui, je sais d'une part que c'est pas tout à fait vrai, et d'autre part, ça me convient, quoi. Si je dois faire que ça, c'est déjà pas si mal, je crois, ouais. On a de Lina. L'œil de Madeleine nous propose pour nos émissions des archives audiovisuelles en lien avec nos invités pour les faire réagir. Et là, l'œil de Madeleine nous a proposé une série médicale de Monsieur Kouchner. Donc je vous propose qu'on regarde et qu'on discute après un extrait de Médecin de nuit avec une ambulance du SAMU qui va longtemps errer sur le périphérique avant de pouvoir se rendre aux urgences. Allô, PC SAMU d'AR2, vous me recevez? Oui, AR2, je vous reçois. Forêt claire, transmettez. Le médecin régulateur est là? Je t'écoute, AR2. Infarctus chez un homme de 64 ans, hémiplégique ancien. Pouls à 140, PA à 17, conscience moyenne. Signe végétatif? Des sueurs, quoi. Enfin, tout va bien, malade en condition. Vous avez trouvé une place? Pas encore, on cherche. Dirigez-vous à petite vitesse vers le périphérique. Et les mecs, ne vous oubliez pas dans vos prières. Thomas Lichty, quand vous voyez cet extrait de Médecin de nuit, ça évoque quoi pour vous? Ça me plaît beaucoup, en fait. Alors moi, je suis un tout petit peu trop jeune pour l'avoir connu réellement en tant que spectateur, même si j'en ai déjà vu des épisodes ou des morceaux d'épisodes. En tout cas, ce qui me plaît beaucoup, c'est que j'adore les prises de vue réelles du Paris des années 70, 80. Et c'est vrai que c'est le cas de Médecin de nuit. Donc en ça, c'est assez formidable de retrouver Paris, de voir ce... Et finalement, j'y vois une filiation avec mon travail. C'est-à-dire que j'écoutais les dialogues, ils sont assez réalistes. Il n'y a pas le désir qu'on comprenne obligatoirement tout ce qui est dit. Il y a une partie du vocabulaire qui nous échappe, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire médical. Il y a un sentiment très documentaire dans la façon dont c'est filmé, raconté. Les acteurs, les comédiens, les gens qui jouent les malades, etc. On sent qu'il y a une volonté, en tout cas, d'être sur le terrain, d'être avec ces soignants. On est du côté des soignants. Donc je trouve que finalement, moi ça me va. J'ai l'impression qu'il y a quand même une filiation. Il y a quelques dizaines d'années qui nous séparent, mais bon. Et dans le genre réalisme, une autre fiction qui était un petit peu en avance sur son temps, qui a été diffusée au début de l'année 2020,
Peur sur le lac. Donc là, c'est pareil. Quand vous avez lu le scénario, j'imagine que ça paraissait totalement abscon, tout ça. Ah bah totalement, totalement. Alors après, bon, c'est un virus qui n'a rien à voir avec le Covid. Mais effectivement, ça a été diffusé fin janvier, c'est ça, 2020 ouais. Quand on l'a tourné, bon... oui, pas du tout d'actualité. Pas du tout d'actualité. Mais c'est différent. Quoi, je raconte pas l'histoire, mais... Non, mais on peut voir un petit extrait déjà, en termes d'ambiance, on verra tout de suite qu'on est au rang du dessus, en termes de dangerosité. Ça va, Lucie? Ouais. Ouais. Bon, tu t'occupes bien d'elle, hein, d'accord? Non, mais c'est bon, elle dort. Bon, allez, je te laisse, faut que j'appelle Lise, je l'ai pas encore eu. Allez. Allô? Allô? Putain, c'est pas vrai. Oh, merde. Je vais à l'hôpital, là, monsieur, j'ai un enfant malade. Je vais à l'hôpital. L'hôpital est fermé, madame. Comment ça, l'hôpital est fermé? Rangez-vous sur le côté, madame. Avancez jusqu'à là-bas, s'il vous plaît. Alors, quand on voit votre filmographie qui est ultra dense, moi, je me pose la question du choix des rôles, en fait. Je veux savoir comment vous abordez un scénario, si vous regardez le nom des scénaristes, le rôle, la manière dont ça s'articule, la visibilité aussi, quand on parle de série. Alors, la visibilité, non, pas du tout. Non, moi, je vraiment, déjà, le réalisateur, évidemment, le scénario, et les partenaires, le plaisir ou pas d'avoir envie de faire cette série, qu'est-ce qu'elle défend ou pas. Voilà, il y a plein de raisons différentes. Est-ce que vous faites attention au rôle, c'est-à-dire de ne pas vous laisser enfermer dans tel type de rôle, tel type de rôle pour pouvoir évoluer? On sait que souvent les producteurs ont peu d'imagination. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu des rôles complètement différents. Oui. Pas tellement enfermé, étonnamment, parce que... Comment vous avez fait ça? Je sais pas. Avocat associé aurait pu m'enfermer, oui. Mais comme j'ai vite tourné avec Manuel Poirier, j'ai fait plusieurs films avec lui, donc ça n'avait rien à voir, cinéma d'auteur et des rôles différents, donc je sais pas, ça m'a, peut-être ouvert d'autres portes. Mais vous avez fait ça pour ça, parce que souvent, enfin, il faut quand même gérer sa carrière. Enfin, j'imagine que vous avez un agent. Gérer la carrière. Oui, bah alors, non, mais quand même, on est attentif quand on est, quand on a l'ambition que vous avez. Déjà, avoir le choix, c'est un luxe incroyable. Oui. Gérer une carrière, je sais pas ce que ça veut dire, en tout cas personnellement. Non, moi, des rencontres que j'ai provoquées aussi. Par exemple, Manuel Poirier, c'est quelqu'un avec qui j'avais envie de travailler. Et je me rappelle, il faisait un stage dans les chantiers nomades, donc un organisme... de formation. Ouais. Exactement. Pour les comédiens. Exactement. Ouais. Et quand j'ai vu qu'il faisait un stage, et je me suis inscrite et je l'ai rencontré comme ça. Ah, vous êtes allé faire un stage avec lui? Ouais, je suis allée faire un stage, j'ai provoqué cette rencontre. Ah, pourtant, vous étiez déjà... Ouais, je travaillais et tout, mais j'avais envie de travailler avec lui. Oui, donc il y a quand même une démarche proactive. Je pense qu'il y a une démarche proactive. Après, elle marche ou pas. Hein. Ah, oui. C'est vrai qu'avec Manuel Poirier, la rencontre s'est faite, mais je pense qu'il faut, il faut provoquer les rencontres. Mais je crois que beaucoup d'acteurs le font, hein. Non, Thomas, toi. Oui. Après, il y a des acteurs qui le font, d'autres non. Mais il y a pas de. Des acteurs qui ont besoin de le faire, d'autres moins aussi. Oui, et puis après, c'est des questions de caractère. De tempérament. C'est toujours quoi. Je crois que faut pas avoir peur d'aller vers. Les comédiens peuvent aller vers les réalisateurs et. Bien sûr. C'est pas. Surtout si ça se passe et ça qui est très intéressant dans ce que tu racontes avec Manuel Poirier, parce que ça s'est passé dans le cadre du travail. Ouais, tout à fait, j'ai envie de travailler avec lui. Il faut faire les rencontres, trouver un moyen de faire les rencontres dans le travail. C'est pour ça que je trouve que les essais, faire des essais. Alors je sais que pour les comédiens, c'est très stressant, c'est laborieux, passer des castings, etc. Je pense beaucoup aux jeunes comédiens, mais c'est très important parce que c'est du travail, c'est une façon aussi de rencontrer progressivement les metteurs en scène. Et c'est vraiment essentiel. Et faire des essais, je trouve ça vraiment essentiel. Qu'est-ce que c'est un bon réalisateur pour vous, Cécile Rébois? Qu'est-ce que vous en attendez d'un réalisateur? Déjà... Ou d'une réalisatrice, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un masculin neutre. Qu'il ait une vision de ce qu'il a envie de faire, donc une conviction, qu'il ait envie de travailler avec moi. Non, mais on rigole, et une forme de désir dans le travail, bien sûr. Ouais, qu'il ne soit pas obligé de travailler avec moi, mais qu'il ait envie qu'on travaille ensemble. Donc ça se fait à deux, évidemment. Et moi, j'aime bien quand ça se passe bien, j'aime bien quand les choses sont claires, j'aime bien quand on a le temps de travailler avant, parce que c'est vrai que je parlais de rapidité sur un plateau, mais la rapidité, c'est super si on a pu tout voir avant, si on a pu en parler, si on a pu répéter.
ce qui peut arriver, hein, ou bien travailler en lecture. Et après, il faut toujours avoir le temps, évidemment, d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire sur le plateau. Moi, j'aime travailler dans le plaisir avec les autres, dans l'échange. On ne sait pas, on retravaille. Voilà, comme au théâtre, dans une ambiance artisanale. Moi, ça me plaît. Après, bon, je comprends la rapidité, tout ça, mais la rapidité ne doit pas perdre de vue la sincérité de ce qui se passe sur le moment où on travaille. D'ailleurs, dans votre livre, Thomas, j'ai noté un passage. On dirige les acteurs avec ce qu'on est, avec notre façon d'être, notre caractère, nos mots, notre débit de parole, la façon dont on se tient. J'ai trouvé ça assez intéressant à lire, en fait, ce côté poreux entre l'attitude et la communication. Je pense que c'est beaucoup un échange. Hein. Parfois, on me questionne sur la direction d'acteur et je dis, c'est ce que je réponds. On ne peut diriger les comédiens qu'avec profondément ce qu'on est, sa personnalité, ses qualités, ses défauts, sa façon d'être. Et je crois qu'il y a beaucoup de mimétisme chez le comédien. Les comédiens, je pense, ont tendance à... Il y a en effet une porosité, quelque chose qui passe du metteur en scène au comédien. Alors, moi, j'appelle ça une forme de mimétisme, hein, ce qui ne retire évidemment rien à l'acteur, mais il faut réussir à ce que cette chose-là existe. Et pour moi, en tout cas, et j'essaie de la provoquer, et ça passe en effet par des liens, beaucoup de confiance. Ça n'empêche pas parfois qu'il puisse y avoir des petits heurts, mais en général, on essaie de travailler dans une forme de bienveillance. Ouais, moi, c'est indispensable, en tout cas pour que moi je me sente aussi à l'aise. J'ai besoin de la confiance des comédiens pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Mais qui vous ressemble le plus, du coup, dans Hippocrate 2? C'est Bouli Lanners? C'est qui? C'est Louise Bourgoin? C'est Anne Consigny? C'est Alaïs Belaïdi? C'est Zachary Sachorio? C'est Karim Leclou? Certainement tous. Moi, je crois qu'il y a de moi dans tous les personnages. En tout cas, il faudrait leur poser la question, mais je sais que je mets de moi dans tous les personnages et que j'ai un lien très fort avec chacun d'entre eux et qui sont des liens un peu différents avec chacun d'entre eux. Et ça me convient, je crois que ça leur convient. En tout cas, il y a beaucoup d'affection entre nous tous et il y a beaucoup d'affection entre eux aussi. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et c'est des fois, parfois, difficile pour moi de trouver la bonne place à cause de mon omniprésence à l'écriture, à la réalisation. Alors que je le redis, je ne fais pas tout seul. Hein. J'ai des co-scénaristes, j'ai plein de gens qui m'accompagnent à chaque étape. Mais c'est vrai que mon omniprésence sur le plateau fait que parfois, il faut que je fasse attention à laisser la place pour que les liens entre eux existent et que je ne sois pas toujours un lien avec moi, où je ne sois pas toujours au milieu du lien, parce que sinon c'est épuisant, et donc faut moi aussi que parfois je cherche ma place. Et le lien, il y a quand même un rôle aussi dans lequel on vous retrouve régulièrement. Et puis moi, j'aime beaucoup, c'est le côté bonne copine. C'est ça. Exactement. Ah oui, évidemment. Bingo. Vous appuyez sur mon buzzer. La série emblématique du paysage français qu'on adore. Donc peut-être qu'on peut revoir un extrait de Fais pas ci, fais pas ça avant de se plonger dans ce personnage si sympathique. Non, je sens pas du tout là. Non, je l'appelle, j'annule tout. Oh non, mais écoute, il est sur la route, là, dans un quart d'heure, c'est plié. Non, mais quand il va se rendre compte de la nature de la course, Corinne. Il nous a vu, tu crois? Non, je crois pas. Mais c'est justement quand il va se rendre compte qu'il va chez mon dealer que tout va jouer. Soit il renonce et ça n'aura servi à rien, soit il y va et il aura surmonté sa phobie. Ton fils, c'est phobophobique, il a peur d'avoir peur. Ouais. Et on va lui donner l'envie d'avoir envie. Exactement. N'importe quoi. C'est bon, tiens. Oh non, mais j'ai envie de tout annuler, Coco. Oh là là, mais fais-moi confiance, c'est pour son bien. Ouais, pour les 8 ans de ton fils, hein, fais-moi bien penser à lui offrir une bouteille de whisky et un sextoy. Il en a un? On va y aller. Il m'appelle. Oui, mon chéri. Ouais, maman, tu sais ce que c'est le colis que Coco veut que je lui ramène? Non, je sais pas. Tu crois que c'est vraiment indispensable que je le prenne? Non, je crois pas, chérie. Tu rigoles ou quoi, toi? Oui, Elliot, c'est indispensable. C'est ma beuh pour fêter Noël dignement. Mais ça va pas. Et si tu vas pas, je t'en voudrais à mort. Mais je crois que c'était pour ta santé. Mais c'est pour ma santé. Sans ma beuh à Noël, je fais des crises d'angoisse épouvantables, j'ai des pensées suicidaires et morbides. Bon, allez, que la force soit avec toi. Mais t'es vraiment prête à tout, hein. Eh ouais.
Fais pas ci, fais pas ça. Là, c'est Michel Leclerc qui a réalisé l'épisode dont on voit un extrait. Bon, c'est lui qui aussi officie sur l'ensemble de cette série qui a été un énorme succès. D'abord, il y a ce ton de comédie, etc. Alors, vous passez de la comédie à des séries dramatiques. Aucun problème pour passer de l'un à l'autre? J'adore ça, j'adore ça. Ah oui? J'adore les deux, j'adore passer de l'un à l'autre. Mais c'est vrai que Fais pas ci, fais pas ça, il y a quand même une très belle histoire sous Fais pas ci, fais pas ça. C'est qu'en fait, je joue au théâtre avec Isabelle Gélinas et Guillaume de Tonquédec. Vos partenaires là, de la série. Mes partenaires de Fais pas ci, avant que Fais pas ci ne se crée. Et je tournais à l'époque avec Pascal Chaumeil. Oui, le regretté Pascal Chaumeil. Le regretté Pascal Chaumeil. Donc je l'avais invité à venir nous voir. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de choisir Isabelle et Guillaume. Ouais. Ah, ça s'est passé comme ça, alors, je pense qu'ils étaient peut-être sur les... Guillaume, c'est sûr que oui. Peut-être qu'Isabelle était dans les listes de... Il y a une rencontre. C'est grâce à vous, en fait, finalement, qu'ils ont obtenu ces rôles si importants dans leur carrière, ensuite, notamment pour Guillaume de Tonquédec, parce que c'est vrai que ça a été un vrai tremplin. Guillaume, je pense que ça a beaucoup joué, parce que c'est vrai que ce rôle était très proche de Monsieur Lepic, et que c'était une évidence dans cette pièce que c'était lui qui devait jouer ça. Il y a un attachement particulier à certaines séries, certaines là c'est familial, parce que c'est vrai qu'on joue au théâtre, on a joué pendant 1 an au théâtre ensemble, on s'est éclatés, on s'est retrouvés. J'avais tourné avec Bruno aussi, Bruno Salomon, dans un film de Manuel Poirier d'ailleurs, à la même époque. Et en fait, on s'est tous retrouvés. Ah, c'est une troupe en quelque sorte. C'est une troupe sur cette série, tous ensemble. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission, Cécile Réboa. Merci infiniment. Merci. On vous retrouvera bientôt dans la série Plan B, je crois, sur TF1. Tout à fait. Ainsi que dans 30 vies, Invisible, sur France 2 également. Tout à fait. Thomas Lilti, en ce moment, donc, c'est Hippocrate 2, ou la saison 2 d'Hippocrate, sur il paraît qu'on Canal+. dit Hippocrate 2. Hippocrate 2. Ça a été décidé comme ça. Ah, d'accord, très bien. Alors, vous voyez, je pensais que ma langue avait fourché. Le Serment, c'est votre histoire, votre roman, votre témoignage chez Grasset, Thomas Lilti, sur ce moment un peu particulier où vous avez décidé de reprendre la médecine. Je vous conseille le Serment, bien sûr, chez Grasset. Merci beaucoup encore à tous les deux d'être venus dans cette émission. Merci Marie. Merci. On se retrouve dans 15 jours donc, avec une nouvelle génération, Simon Buisson et Guillaume Desjardins, pour parler séries et parler images tout azimut. À très vite dans Série l'émission.